ADA Audio vous présente Petit Bouddha, guide pour apprendre à s'aimer, de Laurie Deschênes. À la narration, Daniel Panton. Au sujet de Petit Bouddha et de cet enregistrement. Nous ne sommes pas seuls, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Tel est le message central de tinybuddha.com, un blog communautaire sur lequel vous trouverez des témoignages et des leçons envoyés par des gens de tous âges et de partout dans le monde. C'est un lieu où nous pouvons nous rassembler pour partager nos difficultés et nos succès, sachant que même si les circonstances de nos vies sont uniques, nous ne sommes pas si différents les uns des autres. Peu importe ce que nous faisons, ce que nous croyons, d'où nous venons ou là où nous voulons aller, nous souhaitons tous être heureux. Nous voulons tous surmonter nos douleurs et nous possédons tous un potentiel infini si seulement nous sommes prêts à le croire. Ce qui m'a amené à cet enregistrement. J'ai souvent dit que je suis pratiquement sortie du ventre de ma mère en criant « Regardez-moi » avant de m'exclamer tout de suite après « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ?» Durant presque toute ma vie, j'ai désespérément senti le besoin que les autres m'accordent toute leur attention, tout en craignant ce qu'ils verraient en moi. Il s'agissait d'un besoin profond et dévorant d'approbation, ponctué par la peur de ne pas être à la hauteur de celle-ci. Je me sentais ridicule, inférieure, perdue, seule et complètement impuissante. Sur le long et tortueux chemin vers un état d'esprit moins cruel, j'ai appris que nous sommes nombreux à chercher désespérément l'amour et le bonheur, même si nous ne croyons pas vraiment mériter l'un et l'autre. Pis encore, nous ignorons complètement comment nous en faire cadeau. Nous avons tellement l'habitude de nous punir chaque fois que nous faisons une erreur, de nous blâmer quand nous échouons et de douter de ce que nous sommes capables de faire, que nous en venons à croire qu'il nous faut une voix intérieure plus punitive. Si seulement elle nous poussait assez fort, peut-être serions-nous meilleurs. Et peut-être nous sentirions-nous mieux. Peut-être pourrions-nous surmonter notre tendance à l'autocritique et, finalement, nous accepter et profiter de la vie. Mais les choses ne fonctionnent pas comme cela. Ce n'est pas en nous détestant que nous parviendrons à nous aimer. Avant d'aimer ce que nous sommes, nous devons choisir d'être bons envers nous-mêmes, tels que nous sommes. Vous avez peut-être appris à faire exactement le contraire durant votre enfance et par la suite. Par conséquent, vous avez peut-être passé une grande partie de votre vie à essayer de vous améliorer, de gagner l'approbation de tous ceux qui vous entourent et d'échapper à la honte de vos pires décisions. Avec le recul, je vois que j'ai vécu les premières années de ma vie embourbée dans un profond sentiment de dégoût envers moi-même. Je pensais que je me sentais vide et seule parce que le monde entier était contre moi. Je possédais de nombreuses preuves démontrant que le monde est un lieu dur et insensible, que les gens me feraient du mal si je baissais la garde. Mais j'ai souffert davantage en agissant ainsi, car l'espace dans lequel je me suis isolée était beaucoup plus cruel et toxique. La méchanceté des autres n'était rien comparée à la mienne. L'opinion des autres
n'était jamais aussi catégorique que la mienne, et rien d'inconnu ne pouvait être aussi douloureux que la familiarité des souffrances que je m'infligeais à moi-même. J'avais 21 ans, la première fois qu'un thérapeute m'a demandé de dessiner un portrait de moi-même. Je notais depuis 10 ans mes émotions dans des journaux intimes, même s'il m'arrivait rarement d'éprouver quelque chose de façon durable. Je possédais une grande collection de ces journaux usés et défraîchis dans lesquels je déchargeais ma colère contre tous ceux qui me faisaient du mal, et, en retour, j'enregistrais quotidiennement les différentes façons dont je me faisais souffrir moi-même. Ce qui n'était à l'adolescence qu'une façon d'échapper à la cruauté du monde, s'est finalement transformé en journal de bord de mes expériences de torture sur moi-même. 500 est le nombre de calories qui me semblait raisonnable d'ingérer chaque jour si je voulais maîtriser mon poids, l'une des seules choses que je pouvais maîtriser. 13 est le plus grand nombre de fois que j'ai vomi durant une journée pour me débarrasser de ce que j'avais mangé en trop. 30 est le nombre minimum de fois que je me pesais chaque jour pour veiller à ce que mon poids ne dépasse pas 45 kilos. 10 est le nombre approximatif de fois où je me suis évanouie sur le campus de l'université, causant des inquiétudes à mes pairs et mes profs au sujet de ma santé. 6 est le nombre de fois où je me suis retrouvée à l'urgence, déshydratée, avec des douleurs dans la poitrine, craignant qu'il s'agisse d'une crise cardiaque. 7 est le nombre de fois où j'ai été expulsée d'un hôpital parce que des médecins découragés ne savaient plus quoi faire de moi. 3 est le nombre de mois que j'ai passé dans un centre de traitement du Wisconsin où, durant une séance d'art-thérapie, on m'a donné un crayon et demandé de me dessiner tel que je me voyais. J'ai commencé par dessiner un cercle dont le sommet était plissé, comme si on l'avait attaché avec une corde. À l'intérieur, j'ai dessiné de la matière grise, une substance incolore et presque liquide. C'était un dessin rudimentaire avec très peu de détails. J'ai pensé que les autres ne devineraient probablement pas ce que c'était. J'avais pourtant l'impression que c'était une représentation fidèle de moi-même. Après tout, je ne savais pas moi non plus de quoi j'étais faite. Mais tout le monde dans la classe a compris que je me voyais comme le contenu de ce sac. C'était, en fait, la représentation visuelle du souvenir qui me faisait le plus honte à l'époque. À 12 ans, je me sentais laide et inférieure. Ce n'était pas simplement le fait que j'étais plus dodue, moins populaire et moins douée que ma sœur aînée, qui attirait les garçons comme jamais je n'avais pu le faire. Ce n'était pas le fait que plusieurs de mes camarades semblaient partager l'idée que je ne valais pas grand-chose. C'était le fait que je me croyais indigne d'amour. Néanmoins, j'ai toujours cherché à être aimée, et je pensais que la meilleure façon d'y parvenir était de faire semblant que je souffrais d'un trouble de l'alimentation. J'avais vu une émission éducative au sujet de 2 filles, l'une anorexique, l'autre boulimique, auxquelles tout le monde semblait prêter attention. Le fait que la jeune fille boulimique finissait par mourir n'avait pas retenu mon attention, car ce n'était pas quelque chose qui m'effrayait, puisque j'étais convaincue que ma vie n'avait aucune valeur. Je voulais simplement que les gens me remarquent. Je voulais faire quelque chose de si dangereux et de si terrifiant que les gens seraient obligés de se concentrer uniquement sur moi. C'était un désir égoïste et stupide, mais je me rappelle avoir pensé, la première fois que je me suis fait vomir, que je ne faisais que jouer la comédie. Je n'étais pas vraiment boulimique. Je jouais tout simplement ce rôle de façon très convaincante pour attirer l'attention. Je voulais donner l'impression d'être désespérée. Et finalement, je le suis devenue. À l'université, toute ma vie tournait autour de mon rituel secret. Cela commençait par un sentiment quelconque, sentiment de culpabilité, de colère, de regret, mais surtout de honte.
Il pouvait même s'agir à l'occasion d'un moment de bonheur, puisque je craignais de ne pas en être digne ou de ne pas pouvoir m'y accrocher. Puis, je me mettais à manger, à m'empiffrer sans raison, sans y prendre le moindre plaisir ou en retirer la moindre satisfaction. Je tentais, en déglutissant de façon frénétique, voire violente, de m'anesthésier. Et pendant un instant, je ne ressentais plus aucune douleur. Je ne pensais plus à rien, si ce n'est à trouver de la nourriture et à la consommer le plus rapidement possible sans que personne ne s'en rende compte. J'étais là, mais en partie seulement. J'étais là physiquement, mais non mentalement. C'était la première étape d'un processus que je devais compléter, et cela me rendait extrêmement anxieuse, car j'avais peur de ne pas pouvoir me débarrasser de toute cette nourriture qui m'avait permis de combler temporairement ce vide. J'ai tenté de cacher mon rituel d'ingestion et de vomissement pendant des années, et pendant des années, des gens ont tenté de m'aider. Puis j'ai compris que je n'arriverais peut-être pas à tenir jusqu'au bout. J'ai compris que je ne serais peut-être jamais capable de reprendre la maîtrise de moi-même et d'éprouver ce sentiment de libération qui était devenu pour moi une véritable drogue. Mes yeux injectés de sang, mes jointures ensanglantées, mes dents en piteux état, ces symptômes trahissaient le fait que je continuais à m'y adonner, mais j'avais trouvé des façons imaginatives de les cacher, comme celles que je devais mettre en œuvre lors de ma dernière hospitalisation. Comme j'avais été expulsée du seul centre pour les troubles de l'alimentation du Massachusetts, je suis passée par plusieurs départements de psychiatrie, mais personne ne semblait capable de me traiter efficacement. Personne, parmi les membres du personnel, ne semblait posséder les connaissances ou l'expertise pour me fournir l'aide dont j'avais besoin. Mais, en réalité, je ne voulais pas recevoir leur aide, ni celle de ma famille. Lors de mon dernier séjour à l'hôpital, on me laissait prendre mes repas sans supervision, puis on m'enfermait dans ma chambre. J'avais libre accès à une cuisine pleine à craquer le matin, le midi et le soir. Puis, un membre du personnel m'escortait jusqu'à la cruelle solitude de ma chambre, où j'avais inévitablement l'impression de perdre la tête. Puis un jour, j'ai eu l'impression de suffoquer. J'avais passé 30 minutes assise, pieds nus et vêtue d'un survêtement, dans la cuisine avec d'autres patientes. Étant donné que ma voisine avait essayé de se pendre avec un lacet, aucune d'entre nous n'était autorisée à garder leurs chaussures. Je pouvais l'entendre crier à l'autre bout du couloir, mais ce n'était rien comparé au bruit dans ma tête. Je n'arrivais pas à croire que ma vie ait pris un tel tournant. Je n'arrivais pas à croire que j'étais là, au lieu de me préparer à recevoir mon diplôme universitaire. Pis encore, je n'arrivais pas à croire que j'allais bientôt être enfermée dans ma chambre, où je ne pourrais plus me débarrasser de tous ces aliments toxiques à l'intérieur de moi. J'ai paniqué. J'ai décidé que je devais le faire coûte que coûte. Chaque seconde qui s'écoulait me rapprochait du moment de la digestion, du moment où j'allais perdre le contrôle. Je devais avoir l'estomac vide à nouveau. Si j'acceptais de me sentir impuissante, toutes les souffrances que j'avais éprouvées par le passé me submergeraient comme un raz-de-marée. Ce sac que j'avais dessiné en art-thérapie, c'était l'oreiller évidé qu'une jeune fille avait sorti en douce de ma chambre après que je me sois purgée dedans. J'ai frappé sur la porte verrouillée et expliqué à un conseiller en santé mentale qui se trouvait là que mon ami devait me ramener ma lessive. Mais j'ai compris que mon oreiller n'avait pas pris le chemin des ordures quand l'un des conseillers m'a invité à m'asseoir dans son bureau. Il m'a dit que je devrais avoir honte et qu'il était temps pour moi de partir. Tandis que ces paroles résonnaient dans ma tête, je me suis dit que le moment était peut-être venu de lancer la serviette. Je méritais de me sentir honteuse. J'avais fait des choses horribles et répréhensibles. J'étais égoïste et faible. C'était la croyance que j'essayais d'oublier depuis 10 ans.
l'idée que c'était de ma faute si on m'avait brutalisé, intimidé et admonesté. Et pourtant, quelque part à l'intérieur de moi, je continuais d'espérer que je valais beaucoup mieux que les pires choses que j'avais faites. C'est cette partie de moi-même qui a trouvé le centre d'hébergement et qui a supplié son directeur de bien vouloir m'accepter. J'ai quitté le Wisconsin au bout de 3 mois de traitement intensif sans être complètement guéri, mais j'avais éliminé ou considérablement réduit les comportements qui mettaient ma vie en danger. J'avais commencé à remonter des profondeurs de mon dégoût de moi-même. Mais, en réalité, j'avais encore beaucoup de chemin à faire. Je n'étais plus en train de mourir à petit feu, mais j'ignorais encore ce que signifiait vivre réellement. Je savais seulement que je voulais m'éloigner le plus possible de tout ce qui me rappelait ce que j'avais été. Alors, je suis partie m'installer le plus loin possible, sans quitter le pays, de la côte Est vers la côte Ouest. Après 10 ans de thérapie et de médication, je vivais à présent dans un monde où il n'y avait plus rien de tout cela. Cette étape a marqué le début d'un nouveau type de guérison qui m'a amené aux 4 coins des États-Unis, tandis que je me déplaçais pour trouver du travail, tout en essayant de découvrir qui je pouvais être. Quand j'y repense, je me rends compte que mon périple n'a pas été linéaire, que chaque journée n'a pas été forcément meilleure que la précédente. Il m'est souvent arrivé de faire 2 pas en avant, puis 1 pas en arrière. J'ai traversé plusieurs périodes de confusion, de désespoir et de doute. J'ai également trouvé en moi-même des raisons d'être impressionnée, inspirée et heureuse, comme cela m'arrivait rarement quand ma vie tournait autour de ma maladie. Finalement, il y a 6 ans, je suis retournée au Wisconsin pour partager mon expérience avec de nouvelles résidentes. Debout devant tout le monde, les yeux clairs, les mains sans marque, le teint frais plutôt que cireux, j'ai partagé quelques-uns des nombreux comportements autodestructeurs auxquels je m'adonnais en secret. Puis, j'ai raconté ce qu'un conseiller m'avait dit un jour où j'étais tombée plus bas que terre. « Tu devrais avoir honte. » Je leur ai dit qu'il avait tort. Oui, j'avais commis une grave erreur. Oui, j'avais fait des choses égoïstes et dangereuses. Oui, je pouvais assumer la responsabilité de mes actes au lieu de m'enfermer dans une mentalité de victime. Mais si je voulais m'en sortir, je pouvais affronter cette voix à l'intérieur de moi qui me disait que je devrais avoir honte. Je pouvais me voir davantage comme une lumière que j'obstruais depuis des années et moins comme les ténèbres qui menaçaient de l'étouffer. Je pouvais parler de mes forces au lieu de m'attarder à l'histoire de mes faiblesses passées. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus jamais raconté cette histoire, jusqu'à aujourd'hui. Je ne voulais plus bâtir mon identité autour de mon trouble de l'alimentation. Je ne voulais pas me laisser définir par celui-ci. Mais je comprends à présent que cela n'a pas d'importance si vous décidez de me définir en fonction de la pire chose que j'ai commise par le passé. Ce qui compte, c'est comment je me définis à travers les gestes que je pose à présent. Comme je l'ai appris, c'est ce qui est à la source même de l'amour de soi. Savoir que nous valons beaucoup mieux que nos pires erreurs, que nos moments de faiblesse ou que nos décisions les plus honteuses. Et prendre conscience que nous pouvons être ce que nous voulons dès maintenant, et pas seulement malgré ce que nous avons été, mais aussi à cause de ce que nous avons été. Je partage aujourd'hui ces détails de ma propre aventure en sachant parfaitement que vous, auditeurs, ne vous êtes peut-être jamais détesté de façon aussi intense. Vous n'avez peut-être jamais frôlé la mort, souhaité mourir, ou pensé que vos proches seraient plus heureux sans vous. Mais cela fait partie de ma vérité. Même s'il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte, la cause de toutes mes souffrances dans la vie était mon propre sentiment d'indignité, et non les relations qui n'avaient pas fonctionné ou les nombreux emplois insatisfaisants que j'avais occupés. Rien ne me procurait un bonheur suffisant
car je croyais ne pas suffisamment le mériter. Peut-être serons-nous d'accord là-dessus. Il y a quelque chose que nous avons pour la plupart en commun. Nous ne croyons pas vraiment être aussi beaux et dignes d'amour que nous le sommes en réalité. Tout comme nous cherchons parfois des raisons de ne pas faire confiance aux autres, nous cherchons des preuves qui confirment la perception déformée que nous avons de nous-mêmes. Et nous perpétuons ainsi dans notre esprit un cycle de pensées négatives par rapport à ce que nous sommes, aux erreurs que nous pensons avoir commises et à ce que nous souhaiterions changer sans, pensons-nous, en être capables. Tout ce qui se produit à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. La bonne nouvelle est que nous possédons tous le pouvoir de changer l'un en commençant par changer l'autre. C'est cette prise de conscience, entre autres choses, qui m'a poussé à mettre sur pied le site tinybuddha.com en 2009. Un espace où nous pouvons tous apprendre à penser nos blessures afin non seulement de survivre, mais de nous épanouir. Nous avons tous un incroyable potentiel pour vivre une vie utile, passionnante et heureuse, mais nous devons d'abord croire que nous le méritons. Et vous le méritez. Même si vous avez fait des choix par le passé que vous ne referiez plus aujourd'hui compte tenu de ce que vous savez, vous ne méritez pas de vous sentir inadapté, honteux, sans valeur ou inférieur à qui que ce soit. Vous n'avez pas à vous culpabiliser à cause du passé ou à penser que vous ne serez jamais à la hauteur. Peu importe d'où vous venez, vous méritez la chance de poursuivre votre chemin sans avoir tout ce poids sur la conscience. Cela signifie non seulement être bon envers vous-même, mais aussi faire preuve de patience quand vous avez du mal à l'être. J'ai appris que nous n'arrêterons peut-être jamais complètement de douter de soi et de nous critiquer, mais il est possible de le faire beaucoup moins souvent et d'y accorder moins d'importance. C'est la grande beauté de cette aventure progressive et imparfaite. Modifier quelque peu notre façon de penser peut créer de grands changements dans notre vie. J'espère que cet enregistrement vous aidera à être moins dur envers vous-même et un peu plus présent et joyeux dans la vie. Une pensée et un moment à la fois. Quand vous êtes prisonnier de votre enfance, surmontez ce que vous avez appris. Notre perception de nous-mêmes dépend en grande partie des expériences que nous avons vécues durant notre enfance. Si vous n'avez pas reçu d'amour et de soutien, il y a de fortes chances que vous ayez du mal à vous offrir ces choses à vous-même et à ceux qui vous entourent. Si les gens qui étaient censés prendre soin de vous ont négligé vos besoins physiques et émotionnels, vous avez probablement conclu que vos besoins n'étaient pas importants et que vous méritiez d'être ignorés pour une raison ou une autre. Ironiquement, si vous avez grandi dans un environnement violent, vous avez peut-être détesté les gens qui vous faisaient du mal, mais il y a de fortes chances que vous entendiez encore, une fois devenu adulte, leur voix dans votre tête. C'est le paradoxe de la maltraitance. Vous êtes choqué quand vous prenez conscience qu'on vous a maltraité, mais vous reprenez là où vos abuseurs s'étaient arrêtés. Nous nous traitons souvent de la seule façon que nous connaissons, celle que nous avons apprise de nos parents et de nos proches. Même si vous n'avez jamais été maltraité en grandissant, vous avez probablement tiré des conclusions sur vous-même en fonction de votre relation avec vos parents. Plusieurs d'entre nous ont appris, dès leur plus jeune âge, que l'amour, l'acceptation et l'approbation dépendaient de certains comportements et accomplissements. Mais nous n'en avons pas conclu que nos comportements n'étaient pas à la hauteur. Nous avons plutôt adopté la croyance que nous n'étions pas à la hauteur, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en nous. Selon la psychothérapeute et chercheur
Alice G. Brown, auteur de Core Beliefs Psychotherapy, parce que nous sommes foncièrement égocentriques durant l'enfance, nous présumons que c'est de notre faute si nos parents ne sont pas là pour nous. Une fois adultes, nous comprenons peut-être que nous ne méritions pas de nous sentir coupables et que nous n'aurions pas dû nous torturer pour des choses que d'autres avaient faites. Mais parfois, même si nous savons tout cela, nous ne le croyons pas vraiment. Nous ne saisissons pas que nous avons une beauté intrinsèque, même si nous ne sommes pas parfaits, et que nous n'avons jamais mérité d'être oppressés par la peur, la solitude ou la honte, ni lorsque nous étions enfants, ni maintenant. Il est utile de comprendre comment les expériences de notre enfance nous ont influencés, mais il ne s'agit pas d'accuser les autres ou de jouer les victimes. Il s'agit de reconnaître que nous avons tous appris à douter de nous-mêmes à différents degrés en grandissant. Même ceux d'entre nous qui ont eu des parents attentionnés, puisque divers facteurs influencent les croyances que nous avons sur nous-mêmes. Et nous pouvons tous apprendre à nous aimer, à nous soutenir et à prendre soin de nous, quelles que soient les épreuves que nous avons traversées. Nous pouvons tous remettre en question nos pensées et nos croyances, afin de cultiver des sentiments plus positifs envers nous-mêmes, même si nous avons tous nos petits défauts. Comment nous débarrasser de ces croyances auxquelles nous nous raccrochons depuis des années? Comment surmonter ces traumatismes et ces souffrances? Comment nous libérer de notre sentiment de honte et reconnaître notre valeur et notre beauté? 4 conseils pour surmonter les douleurs de l'enfance. 1. Inspirez-vous de vos expériences de guérison actuelles au lieu de ressasser les tristes histoires de votre passé. Quand vous revivez constamment l'histoire de vos souffrances, vous vous définissez en fonction de celle-ci et vous reprenez essentiellement là où s'étaient arrêtés ceux qui vous maltraitaient. Il est douloureux et débilitant de ressasser ces événements. Quand vous remarquez que vous revenez constamment sur une vieille histoire, dites-vous que vous êtes en train d'écrire une nouvelle page d'histoire, une histoire de pardon et d'amour envers vous-même. Essayez de comprendre la personne qui vous a fait du mal et prenez conscience que ses actions étaient probablement motivées par sa propre douleur. Puis, prenez la décision de faire quelque chose de concret pour prendre soin de vous, comme vous auriez aimé qu'on prenne soin de vous par le passé. 2. Remettez en question les croyances qui vous incitent à avoir une mauvaise opinion de vous-même. Vous vous raccrochez peut-être à toutes sortes de croyances débilitantes et inexactes au sujet de votre valeur, de votre potentiel et de ce que vous méritez. Prenez conscience que ce ne sont pas des faits. Vous avez adopté ces croyances à la suite d'expériences difficiles et plusieurs années de raisonnement erroné, et vous pouvez changer votre vie en remettant en question ces croyances afin d'en adopter de plus saines. Quand une vieille croyance se manifeste, cherchez des exemples qui soutiennent la croyance contraire. Et il y en a. La preuve de votre valeur intrinsèque se trouve dans vos choix, vos actions et votre vie quotidienne. Vous n'avez qu'à remarquer tout le bien que vous faites. 3. Braquez les projecteurs sur votre sentiment de honte et inondez-le d'empathie. Quand les gens nous maltraitent, nous manquent de respect, nous imposent le silence ou ne tiennent pas compte de nos sentiments ou de nos besoins, nous avons tendance à intérioriser ces comportements et à éprouver de la honte, comme si nous méritions de souffrir parce que nous sommes indignes, méchants ou imparfaits. Nous ressentons alors le besoin de nous cacher pour éviter la douleur d'être vus, mais cela ne fait qu'augmenter cette douleur. Ce n'est pas votre faute si vous avez honte, c'est une réaction naturelle à la façon dont vous avez été traité. Mais vous êtes responsable de votre guérison. Le chercheur René Brown a écrit que la honte grandit de façon exponentielle dans un environnement où règnent le secret, le silence et les préjugés,
mais qu'elle ne peut survivre quand on l'inonde d'empathie. Offrez-vous cette empathie en choisissant de ne pas vous juger vous-même pour ce que les autres vous ont fait ou ce que vous avez fait en retour. Et trouvez quelqu'un pour vous accompagner dans ce processus, que ce soit un ami ou un professionnel de la santé. 4. Prenez conscience de la beauté de votre parcours. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'être beau ou belle sous tout rapport, mais il y a de la beauté dans la force et le courage qui vous ont aidé à arriver là où vous êtes aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez fait par le passé, vous avez fait de votre mieux en fonction de ce que vous aviez appris et vécu. Changez d'optique et prenez le temps de reconnaître à quel point votre parcours a été extraordinaire jusqu'à présent. De quelle façon avez-vous fait preuve de grâce et de courage? De quelle façon tous les éléments disparates de votre passé se sont assemblés pour créer quelque chose d'unique et d'inspirant? Si votre vie était un film, quel message en retireraient les téléspectateurs? Quand vous êtes obsédé par l'idée de vous améliorer, prenez conscience que vous n'êtes pas déficient. Nous l'avons tous ressenti sous une forme ou sous une autre, la peur qu'il y ait quelque chose en nous qui fasse cruellement défaut. Cela peut se traduire par l'impression d'être dépourvu de toute qualité, comme si nous étions des imposteurs ou de la marchandise endommagée. Il peut s'agir d'un sentiment moins envahissant qui nous amène à penser que nous ne sommes peut-être pas aussi bons que les gens le pensent. Ou il peut s'agir d'un sentiment d'insécurité qui grandit sous la surface, mais dont nous n'avons pas encore pris conscience. Qu'elle soit intense, subtile ou inconsciente, nous avons tous ressenti, à des degrés divers, cette peur d'être indigne. Si vous cherchez sur Google la phrase « Je ne suis pas à la hauteur », vous obtiendrez des millions de résultats. Souvent, il ne s'agit pas seulement du jugement que nous portons sur nous-mêmes, mais de la croyance que nous sommes déficients d'une façon ou d'une autre. Cela peut sembler une conclusion qui va de soi quand nous vivons des difficultés que nous ne comprenons pas complètement. Pourquoi suis-je encore célibataire? Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Pourquoi suis-je si susceptible? Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Pourquoi est-ce que je fais toujours les mêmes erreurs? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans des relations malsaines? Ou pourquoi est-ce que je fais toujours les mêmes choses en espérant des résultats différents? C'est la définition même de la folie, disait Einstein. Bref, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Comme nous sommes nous-mêmes la constante de toutes nos difficultés, il est facile de nous jeter le blâme chaque fois que nous devons affronter quelque chose de douloureux. Ou nous pouvons nous convaincre que nous nous sentirions beaucoup mieux si nous pouvions corriger ce qui cloche chez nous. Mais la réalité est que nous souffrons souvent parce que nous luttons d'arrache-pied contre tout ce qui nous blesse. Nous exacerbons nos souffrances en nous disant que nous ne devrions pas souffrir, et nous devenons notre pire ennemi en voulant à tout prix trouver une solution. Notre plus grand défi n'est peut-être pas d'apprendre à réparer ce qui est brisé en nous, mais d'apprendre à accepter que nous sommes tous confrontés à des situations et des émotions inconfortables dans la vie. Nous avons tous des défis à relever. Nous vivons tous des moments difficiles. Nous devons tous gérer des émotions qui changent tout le temps et qui nous plongent parfois dans la confusion. Et nous avons tous du mal à nous traiter avec tendresse de temps à autre. Cela ne veut pas dire que nous sommes déficients. Cela veut tout simplement dire que nous sommes humains. Il vient un temps où nous devons décider de nous accepter tels que nous sommes, même s'il y a encore place à l'amélioration. Comment faire pour arrêter de nous sentir indignes? Comment remettre en question les croyances qui nous incitent à penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous?
Comment faire pour arrêter de vouloir nous réparer et au contraire, accepter ce que nous sommes présentement? 4 conseils pour cesser de vous sentir déficient. 1. Identifiez les émotions que vous essayez d'étouffer ou de fuir. Nommer une chose, c'est avoir du pouvoir sur celle-ci. Débarrassez-vous de toutes les croyances et les émotions que vous essayez d'étouffer dans la nourriture, l'alcool, la drogue ou toute autre solution expéditive. Qu'est-ce que vous essayez de fuir et pourquoi? Pour quels défauts vous condamnez-vous et quelles expériences essayez-vous d'oublier? Il n'y a rien de mal à ressentir ces émotions. Cela vous semble mal parce que vous les évitez au lieu d'en profiter pour grandir. Une fois que vous comprenez vos émotions, vous pouvez vous donner comme défi de vous asseoir avec elles, d'apprendre d'elles et de les laisser aller. Il sera peut-être désagréable de ressentir ce que vous évitiez, mais c'est la seule façon d'avancer. 2. Parlez-vous comme vous parleriez à un parent ou un ami. Pensez à une personne que vous aimez et à toutes les qualités que vous croyez qu'elle possède. À présent, songez qu'elle est tout comme vous, humaine et imparfaite. Quand vous êtes tenté de vous admonester pour une erreur ou une faiblesse, parlez-vous comme si vous étiez cette personne. Il est probable que vous ne la verriez pas comme ayant des déficiences, mais comme une personne unique et précieuse. Vous ne lui parleriez pas avec mépris ou sur un ton accusateur, mais vous la réconforteriez en faisant preuve de compréhension et de compassion. Parlez-vous comme vous parleriez à cette personne et comme elle vous parlerait. 3. Voyez vos défis comme des cadeaux. Pensez à tout ce que vous avez essayé de changer ou de corriger, à toutes les choses que vous avez avancées comme autant de preuves pour croire ou démontrer que vous n'aviez aucune valeur. Voyez à présent comment ces choses vous ont aidé en réalité, vous ou des gens de votre entourage. Par exemple, si vous ressentez des émotions fortes, est-ce que cette passion se manifeste dans votre travail? Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas chercher à vous améliorer. Cela veut tout simplement dire que vous vous percevez comme la somme de vos côtés sombres et lumineux, comme tout le monde, et que vous reconnaissez posséder une valeur incommensurable, exactement telle que vous êtes, ici et maintenant. 4. Prenez conscience que ressentir toute la gamme des émotions n'est pas quelque chose à corriger. Nous pensons souvent au bonheur comme à une destination, comme à une sensation positive et durable que nous espérons connaître un jour. Alors, quand nous vivons des moments difficiles ou des échecs, nous présumons que quelque chose ne va pas, en nous ou dans la vie en général. Dites-vous plutôt qu'il est normal de connaître des hauts et des bas, que cela fait partie de la vie. Si vous traversez une mauvaise passe, au lieu d'empirer les choses en vous culpabilisant, dites-vous « Ma situation n'a rien d'anormal. Je sais que je ne me sentirai pas toujours comme ça et que je me sentirai mieux beaucoup plus rapidement si j'accepte ma situation au lieu de me juger. » Quand vous êtes omnibulé par vos défauts, acceptez tout ce que vous êtes. Si vous cherchez des choses à améliorer en vous, vous trouverez sans doute une liste infinie de choses que vous pourriez changer. Vous trouverez des caractéristiques physiques à modifier, des faiblesses à confronter et des mauvaises habitudes à éliminer. Si vous décidez de vous y atteler, vous trouverez probablement de nouveaux défauts à dissimuler, de nouvelles imperfections à corriger et de nouvelles insuffisances à combler.
Vous pouvez consacrer toute votre vie à vous mortifier pour tout ce que vous n'êtes pas et avoir toutes les raisons de vous apitoyer sur vous-même parce que vous n'êtes pas parfait. Vous réussirez peut-être même à vous convaincre que le monde exerce sur vous une pression indue, que c'est la faute de vos parents, de la société ou des médias. Et vous n'auriez pas complètement tort de penser que notre culture exploite notre peur d'être imparfait. Dans un monde où le changement se vend, et se vend bien, nous pouvons facilement trouver des millions de produits pour corriger nos diverses imperfections. Alors, nous achetons des crèmes, des gels, des lotions et des pilules. Nous suivons des cours, des séminaires en personne ou sur le web, et des ateliers, et nous engageons des formateurs, des entraîneurs, des mentors et des guides. Pourtant, nous sommes toujours aux prises avec un sentiment de manque qui contribue à alimenter notre besoin compulsif d'acheter. L'industrie des régimes alimentaires engrange des milliards de dollars chaque année, tandis que le taux d'obésité augmente de plus en plus. L'industrie de la croissance personnelle grandit à un rythme exponentiel, tandis que la consommation d'antidépresseurs monte en flèche. Malgré tous nos efforts pour nous améliorer, ou peut-être à cause d'eux, nous avons l'impression d'être submergés par tout ce que nous n'arrivons pas à corriger. Nous garnissons donc les rayons de nos bibliothèques d'ouvrages qui nous aident à nous accepter nous-mêmes et nous essayons de réconcilier notre désir malsain de perfection avec celui parfaitement normal de vouloir grandir et nous améliorer. Nous ne voulons pas croire que nous sommes déficients, mais nous ne voulons pas non plus stagner. Nous ne voulons pas nous convaincre que nous sommes inférieurs aux autres, mais nous ne voulons pas non plus restreindre notre capacité à développer notre plein potentiel. Et nous ne voulons pas que le sentiment de notre propre valeur dépende de l'approbation d'autrui, mais souvent nous ne connaissons pas d'autres moyens d'y arriver. Notre culture profite peut-être de notre peur de l'infériorité, mais nous sommes néanmoins responsables de ce que nous pensons, croyons et faisons. Nous pouvons nous voir comme la somme de nos défauts et de nos faiblesses, ou comme le point culminant des ténèbres et de la lumière dans toute leur complexité. Comment apprendre à apprécier notre propre complexité? Comment apprendre à nous chérir malgré nos défauts, comme les personnes qui nous aiment? Comment nous sentir mieux dans notre peau en nous jugeant moins et en faisant preuve de plus de compréhension et de compassion? 4 conseils pour s'accepter soi-même. 1. Considérez-vous comme une œuvre en évolution. Si vous visez la perfection, vous serez forcément insatisfait, car la perfection n'est pas de ce monde. Visez plutôt à grandir tout au long de votre vie, en prenant conscience que nous sommes tous des œuvres en cours de réalisation qui évoluent constamment et qui ne seront jamais complétées. De là, vous pourrez plus facilement envisager les épreuves et les échecs comme une partie utile de votre parcours, qui est en soi la destination, au lieu d'y voir des obstacles qui vous empêchent d'avancer. 2. Acceptez-vous en agissant en conséquence et en donnant l'exemple aux autres. Souvent, quand nous ne nous acceptons pas, nous cherchons l'approbation à l'extérieur de nous-mêmes, alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui devrait se produire. Nous apprenons aux gens la façon dont nous voulons être traités par le biais de nos actions. Apprenez aux autres à vous accepter tels que vous êtes, en leur montrant en quoi cela consiste. Soyez fiers de vos qualités. Parlez de vous-même avec tendresse et prenez soin de vous. Faites de votre mieux et dites-vous que c'est suffisant. Et prenez conscience que vos mauvaises décisions ne vous définissent pas. 3. Cultivez l'immobilité pour vous sentir plus à l'aise avec vous-même. Quand nous refusons de nous accepter nous-mêmes, nous nous heurtons à une résistance. Nous avons l'impression de combattre ce que nous sommes pour essayer d'échapper à cette réalité ou de la transformer. Nous nous sentons évidemment mal dans notre peau
quand nous refusons d'être nous-mêmes. Prenez le temps d'exister tout simplement, que ce soit en pratiquant le yoga, la méditation ou des exercices de respiration. Quand votre esprit est immobile, il est plus facile de reconnaître et de respecter ce qui est authentiquement vous et de profiter de toutes les choses qui vous font ressentir du bonheur, de la passion et de la satisfaction. Lorsqu'on approfondit ce que l'on est, on en vient naturellement à s'accepter. 4. Utilisez vos jugements comme un miroir pour apprendre à vous accepter davantage. Identifiez les comportements que vous jugez sévèrement chez les autres et utilisez-les pour déterminer quels sont les traits de votre personnalité qui devraient vous inspirer de la compassion et ceux que vous devriez essayer d'améliorer. Si vous avez une piètre opinion des gens qui semblent avoir besoin d'attention, auriez-vous honte d'être affligé de ce même besoin? Pouvez-vous avoir de la compassion pour ce trait de votre personnalité et, ce faisant, essayer de le comprendre et de le transformer? Si vous méprisez les gens qui essaient de réaliser leurs rêves, se peut-il qu'une partie de vous-même vous empêche d'en faire autant? Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort et à poser un geste qui vous rendra fier de vous? Quand vous êtes dur envers vous-même, choisissez l'indulgence. Quand nous sommes embourbés dans les conséquences d'une décision fâcheuse que nous regrettons d'avoir prise, il est parfois difficile de se rappeler que les erreurs sont essentielles à notre développement. Évidemment, nous savons tout cela, comme nous savons qu'une perte mène souvent à un gain et qu'il est parfois préférable de ne pas obtenir ce que nous voulions. Mais quand le gain, le bienfait ou la leçon n'est pas immédiatement apparent, il n'est pas si facile de se pardonner et de retrouver sa sérénité. Nous finissons par nous adresser des reproches, au point de juger durement non seulement nos décisions, mais aussi notre caractère, comme si nous étions à l'image de nos pires erreurs. C'est s'engager sur une voie sombre et solitaire, et pourtant nous choisissons souvent de l'emprunter. Nous ressassons constamment nos erreurs en nous demandant ce que nous apprennent ces décisions sur nous-mêmes. Une bonne personne n'aurait jamais réagi de façon aussi émotive. Une personne sage n'aurait jamais répondu sur un ton aussi agressif. Puis, armés de toutes ces preuves démontrant que nous ne sommes ni bons, ni forts, ni sages, nous finissons par nous sentir honteux, déprimés et impuissants. Comme si cette horrible sensation allait durer toujours et que nous le méritions. Nous essayons ensuite de reprendre un certain contrôle en nous demandant si seulement j'avais fait telle chose, comme si en ressassant tout ce que nous aurions dû faire, nous pouvions modifier ce qui est arrivé ou ce qui arrivera. Évidemment, ces regrets et ces séances d'autoflagellation ne peuvent rien y faire. Cela contribue plutôt à aggraver la situation, puisque nous perdons ainsi notre temps à essayer de changer ce qui est fait au détriment de ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Mais nous ne permettons pas seulement à nos pires décisions de nous causer du chagrin, du stress. Il nous arrive aussi de nous blâmer pour des choses que nous n'avons pas faites, que nous ne pouvions pas faire ou que nous ne savions pas faire. Les occasions où nous aurions pu parler franchement, les gens que nous aurions pu protéger ou les amis que nous n'avons pas su aider. Nous avons de grandes attentes par rapport à nous-mêmes et nous nous sentons facilement coupables si nous avons l'impression de ne pas avoir été à la hauteur ou d'avoir laissé tomber quelqu'un. Si tout cela vous semble familier, vous devriez peut-être revoir la façon dont vous réagissez à vos erreurs, accepter d'apprendre de ces dernières, puis vous pardonner afin de pouvoir tourner la page en sachant que chaque faux pas et chaque épreuve nous rendent un peu plus forts. 4 conseils pour apprendre à vous pardonner.
1. Reformulez vos pensées suscitées par la culpabilité et la honte afin d'être plus compatissant envers vous-même. Quand vous commencez à vous traiter durement, prenez conscience que vous avez votre mot à dire sur ce qui se passe dans votre tête et, par conséquent, sur ce que vous ressentez. Puis choisissez consciemment de remplacer ces pensées accusatrices par des pensées plus bienveillantes. Dès que vous vous rendez compte que vous vous êtes engagé dans la voie de l'autocritique, visualisez une lumière rouge et dites-vous plutôt « J'ai pris une mauvaise décision, mais je suis une bonne personne. J'apprends de mes erreurs et cela me procure un sentiment de fierté. » 2. Prenez conscience que vos erreurs vous définissent uniquement si vous acceptez qu'il en soit ainsi. Si vous avez commis une grosse erreur, il se peut que vous ayez de vous-même une perception momentanément limitée, comme si cette décision effaçait toutes les bonnes choses que vous avez faites et tous les traits louables de votre caractère. Évidemment, vous aurez une horrible opinion de vous-même si vous pensez que vos pires décisions vous définissent comme personne. Prenez du recul et essayez de voir les choses sous un autre angle. Demandez-vous, quand j'aurai 90 ans et que je repenserai à ma vie, cet incident retiendra-t-il vraiment mon attention? Il y a de fortes chances que non. Vous vous percevrez vous-même et l'ensemble de votre vie comme un tout, et vos erreurs comme une partie intégrante de la trame de votre parcours sur Terre. 3. Éliminez l'expression « j'aurais dû » de votre vocabulaire. Ce qui est fait est fait. Vous avez fait de votre mieux, et même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne. Il nous arrive tous de trébucher à l'occasion. Cela fait partie de la nature humaine. Au lieu de penser constamment à ce que vous auriez dû faire, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire de bien, ici et maintenant. Restez dans les limites de vos capacités. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le passé. Vous ne pouvez pas effacer les choses dont vous n'êtes pas fier. Mais vous pouvez être fier de la façon dont vous réagissez aux conséquences de vos actes. Quelles que soient les qualités que vous auriez aimé incarner par le passé, choisissez de les incarner aujourd'hui même. Il n'est pas trop tard pour être celui ou celle que vous voulez être. 4. 4. 4. 4. 4. Quand vous cherchez à tout prix l'approbation des autres, libérez-vous du besoin d'être approuvé. Rien n'est plus futile et épuisant que d'essayer de plaire à tout le monde. Premièrement, c'est impossible. Mais plus important encore, c'est contre-productif. Quand vous vous adaptez pour plaire aux différentes personnes que vous rencontrez, vous finissez inévitablement par perdre de vue qui vous êtes réellement. Ce qui veut dire que personne n'a la chance de vous connaître et de découvrir quelles sont vos véritables opinions. Peut-être pire encore, vous finissez par vous sentir fausse chaque fois que vous dites quelque chose que vous ne pensez pas, que vous ne croyez pas ou que vous ne ressentez pas vraiment, ce qui ne peut que compromettre votre estime de vous-même, même si vous croyez que vous êtes une bonne personne en étant toujours d'accord, en faisant des concessions ou en vous censurant. Vous cherchez peut-être l'approbation des autres parce que vous voulez qu'ils vous confirment que vous êtes assez bien pour eux. Peut-être n'avez-vous pas confiance en vos idées et vos opinions. Alors, vous vous tournez vers les autres pour qu'ils appuient vos décisions. Ou peut-être s'agit-il simplement de vous sentir aimé, apprécié et accepté. Peut-être avez-vous peur d'essuyer un refus, qui serait d'autant plus cruel
s'il confirmait vos pires craintes à votre sujet. Selon la psychanalyste allemande Karen Horney, le besoin d'être approuvé est lié à un sentiment d'impuissance et à la peur de l'abandon. Personne ne veut se sentir exclu, méprisé ou dévalorisé. Nous cherchons tous l'approbation des autres d'une façon ou d'une autre, que nous en soyons conscients ou non. C'est souvent comme cela que nous évaluons notre réussite dans la vie. Nous comptons sur notre patron pour confirmer que nous faisons du bon travail, sur nos êtres chers pour nous assurer que nous comblons leurs besoins et leurs attentes, et même parfois sur de parfaits inconnus pour confirmer que des observateurs impartiaux reconnaissent notre importance et notre valeur. Il est naturel de vouloir que les autres nous fassent part de leurs réactions, mais cela devient nuisible quand nous leur accordons trop d'importance, au point où chaque critique ou commentaire négatif nous fait perdre un peu de notre propre estime de soi. Une recherche malsaine d'approbation peut s'avérer une habitude difficile à perdre, surtout si elle est alimentée par la peur. Mais il est possible d'accorder moins d'importance aux perceptions des autres et un peu plus aux nôtres. Avec un peu d'effort et de concentration, nous pouvons apprendre à nous estimer, quelle que soit l'opinion des autres. Que faire pour ne plus avoir peur d'être abandonné ou rejeté? Que faire pour ne plus être obsédé par l'opinion des autres? Que faire pour avoir davantage confiance en soi, au lieu de chercher à manipuler la façon dont les autres nous perçoivent, et nous concentrer plutôt sur le fait d'être ce que nous voulons être? 4 conseils pour vous libérer de votre besoin d'approbation. 1. Quand vous vivez un rejet, voyez dans quelle mesure vous vous rejetez vous-même. Personne n'aime être rejeté, mais cela est infiniment plus douloureux vu à travers la lentille de notre propre tendance à nous rejeter nous-mêmes. Nous amplifions ce que nous croyons voir quand un rejet semble confirmer nos pires craintes par rapport à ce que nous sommes. Quand vous avez l'impression que quelqu'un vous rejette, prenez du recul et demandez-vous: mon interprétation de cet incident est-il le reflet de ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que cela m'apprend sur la façon dont je me rejette moi-même et que puis-je faire pour changer cela? 2. Arrêtez de présumer que les autres vous jugent. Quand nous nous soucions de ce que les autres pensent, nous présumons souvent qu'ils nous jugent sévèrement. Prenez conscience qu'il est fort peu probable qu'ils pensent à vous autant que vous le pensez, et que tout comme vous, ils sont aux prises avec leurs propres sentiments d'insécurité. Quand nous arrêtons de nous concentrer sur les horreurs que nous présumons que les autres pensent de nous, nous pouvons nous concentrer sur nos propres pensées et les transformer en quelque chose de positif et de valorisant. 3. Si certaines personnes ne vous aiment pas, dites-vous que c'est plutôt bon signe. Si vous êtes vous-même, sans vous auto-censurer pour plaire à ceux qui vous entourent, il est inévitable que certaines personnes ne vous aimeront pas. Même si cela n'est pas très agréable, c'est la seule façon de vous ouvrir à ceux qui vous apprécieront et qui vous estimeront pour ce que vous êtes réellement. Quand quelqu'un semble vous rejeter, au lieu de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, dites-vous plutôt que ce n'est pas le genre de personne avec laquelle entretenir une relation sérieuse. Puis, réaffirmez votre désir de créer des occasions où vous pourrez rencontrer des gens qui vous conviennent vraiment. 4. Tenez un journal de vos bons coups. Notez tous les traits de votre personnalité que vous appréciez, votre compassion pour autrui, les décisions que vous prenez en vous fiant à votre instinct, les occasions où vous vous êtes remis rapidement après avoir vécu une situation difficile. Quand vous sentez le besoin d'être approuvé par quelqu'un d'autre, consultez cette liste et utilisez-la pour vous approuver vous-même. Rappelez-vous que même si les autres ne sont pas nécessairement d'accord avec vous, vous êtes une personne forte et compétente qui peut prendre des décisions.
Chapitre 6. Quand vous pensez que les autres sont meilleurs que vous, mettez fin aux comparaisons. Cela commence de façon si innocente. Nous voyons quelqu'un qui possède quelque chose que nous aimerions avoir et nous décidons de nous comparer à cette personne. Au départ, nous essayons de nous convaincre que nous faisons quelque chose de positif. Nous cherchons à nous motiver. Et peut-être est-ce vrai. Mais trop souvent, nous remarquons à peine leur choix et leur réussite afin de nous en inspirer. Nous pensons également à toutes les choses que nous n'avons pas faites et nous nous reprochons de ne pas être à la hauteur. Nous accumulons des faits qui nous prouvent que les autres sont meilleurs que nous et, ce faisant, nous réduisons nos chances de grandir et de nous améliorer, car ce genre d'autocritique a souvent un effet paralysant. Au lieu de prendre conscience que nous valons autant que les autres, quelles que soient les apparences, nous cherchons des preuves du contraire. Nous pensons à tous les objectifs que nous n'avons pas atteints, à toutes les relations que nous n'avons pas cultivées, à toutes les attentes que nous n'avons pas rencontrées. Puis, nous nous demandons pourquoi nous avons échoué si souvent. Mais qu'ont les autres que nous n'avons pas? Paralysés par les résultats peu reluisants de notre propre auto-évaluation, il se peut que nous décidions d'aller dans l'autre direction en nous comparant à ceux qui ont eu moins de chance que nous. Évidemment, nous devrions être heureux d'avoir une maison, un emploi et une vie stable, alors que tant de gens sont moins nantis que nous. Mais c'est encore faire le choix de nous voir en comparaison avec d'autres, comme si nous devions nous rappeler que nous ne sommes pas au plus bas pour éviter de sombrer dans la dépression. Si nous devions traverser une période difficile et perdre toutes ces choses que nous avons appris à apprécier, il se peut que nous nous sentions complètement déboussolés, comme si nous n'avions plus la moindre valeur parce que nous avons moins que la plupart des gens. Jusqu'à un certain point, il est naturel de se comparer aux autres. Nous apprenons, dès notre plus jeune âge, à évaluer nos progrès en observant ce que font nos pères. Mais nous nous préparons ainsi à vivre des moments de grande insatisfaction et même de dépression, si nous laissons ces comparaisons nous convaincre que nous sommes inférieurs, et si nous laissons ce sentiment d'impuissance nous convaincre que ça ne changera jamais. Cela demande peut-être un effort, mais nous avons le pouvoir d'apprécier objectivement ce que nous sommes en tant qu'individus, quelles que soient nos réalisations. Nous pouvons reconnaître les réussites et les forces des autres sans forcément nous déprécier en retour. Et nous pouvons développer nos propres forces afin de mener une vie plus satisfaisante, peu importe ce que les autres possèdent ou non. 4 conseils pour cesser de nous comparer aux autres. 1. Concentrez-vous sur ce que vous êtes plutôt que sur ce que vous n'êtes pas. Le fait de vous concentrer sur ce que vous pensez que les autres possèdent et que vous n'avez pas vous donne l'impression d'être un moins que rien. Au lieu de vous comparer à des gens que vous considérez meilleurs que vous, soulignez l'une de vos qualités qui vous semble précieuse. Par exemple, s'il vous arrive de penser « il a plus de succès que moi dans sa vie professionnelle », dites-vous plutôt « je suis fier de faire une différence dans le monde et d'être intègre ». Concentrez-vous sur ce que vous faites correctement plutôt que sur ce que vous pensez faire de façon maladroite. 2. Cessez de vous raconter des histoires effrayantes qui vous entraînent sur la pente de l'autodestruction. Si vous commencez à vous comparer aux autres et que vous vous refermez à cause des histoires que vous vous racontez, considérez ces histoires comme quelque chose de distinct de vous, non pas comme une vérité à laquelle vous devez échapper, mais comme une illusion dont vous devez vous libérer. Au lieu de réagir à ces histoires de façon compulsive, considérez-les comme une prison dont vous pouvez vous échapper en lâchant prise. Notez-les par écrit si cela peut vous aider, puis brûlez le papier. Respirez profondément et ancrez-vous dans votre propre corps en prenant conscience des choses, des sons et des odeurs qui vous entourent. Puis demandez-vous
Que pourrais-je faire en ce moment si je n'étais pas en train de réagir à ma peur de ne pas être à la hauteur? 3. Enthousiasmez-vous pour les choses que vous pouvez faire au lieu d'être découragé par celles que vous pensez ne pas pouvoir faire. Vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui vous inspire? S'il s'agit vraiment d'une chose dont vous avez envie, d'une possibilité qui vous emballe, et pas seulement de quelque chose que vous pensez devoir faire, voyez-y une occasion de redéfinir vos buts et vos rêves. Concentrez-vous ensuite sur ce que vous pouvez faire pour tirer parti de cette possibilité dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'aller ailleurs. Il s'agit de faire quelque chose ici et maintenant qui vous procure un sentiment d'enthousiasme, de fierté et de satisfaction. Quel petit geste pouvez-vous poser aujourd'hui pour être la personne que vous voulez être? 4. Concentrez-vous sur ce qui vous est agréable présentement. Quelles que soient les choses que vous pourriez faire et l'habileté des autres à faire ces choses, d'innombrables possibilités de profiter de la vie s'offrent à vous, aujourd'hui même. Au fond, ce que vous voulez, ce n'est pas faire ou posséder ce que les autres font ou possèdent, mais ressentir le sentiment de bien-être que cela leur procure. Faites-en une priorité de cultiver ces sentiments en vous-même, en vous investissant dans le monde, en prenant contact avec de bons amis ou en appréciant votre environnement immédiat. Il y a plus de chances que vous vous sentiez bien dans votre peau si vous arrêtez de vouloir en faire plus et de devenir plus, pour être simplement vous-même. Quand vous essayez de combler un vide, apprenez à vous compléter vous-même. C'est une illusion réconfortante, que tout aura un sens et sera plus agréable quand nous aurons trouvé quelqu'un avec qui partager notre vie. S'il y a une chose que nous voulons tous, c'est un bonheur durable, et nous apprenons dès notre plus jeune âge que l'expression « et ils vécurent heureux » implique au moins 2 personnes. Il se peut fort bien que nous nous retrouvions à attendre quelque chose qui nous semble juste, non pas avec une saine détermination, mais avec l'impression que notre vie est incomplète tant que nous ne l'aurons pas trouvée. Nous finissons par attendre impatiemment que cela se produise un jour, en espérant, souhaitant et désirant que notre avenir inclue cette personne qui nous complétera. Nous pouvons même nous convaincre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez nous si nous n'avons pas d'attache, et nous nous mettons de la pression pour changer ou nous améliorer afin d'attirer l'âme sœur, comme s'il y avait une personne dans le monde avec laquelle nous sommes censés être et que nous manquions de temps pour la trouver. Avec tout ce fardeau de stress, de peur et de besoin, il peut devenir tentant de s'engager dans une relation, même si nous sentons au plus profond de nous que ce n'est pas une bonne idée. Il est encore plus facile de maintenir cette relation, de peur d'y mettre fin et de ne jamais trouver mieux. Il est naturel et instinctif de vouloir tisser des liens et vivre des moments d'intimité. Mais ce n'est pas du tout la même chose de croire que nous avons besoin de cela pour nous sentir entiers et heureux. En fait, nous risquons d'être déçus si nous avons des attentes irréalistes par rapport aux changements que l'amour peut apporter au niveau de nos émotions et de nos vies. Chercher l'amour est une chose plutôt ironique. Nous le cherchons souvent à l'extérieur de nous parce que nous avons l'impression de ne pas être dignes d'être aimés, alors que cette même croyance rend difficile d'avoir confiance en l'amour lorsque finalement nous le trouvons. Nous attendons des autres qu'ils nous confirment que nous sommes dignes d'être aimés, mais nous ne pouvons jamais vraiment en être convaincus si nous ne croyons pas déjà que nous le sommes. Autrement dit, nous ne pouvons pas trouver chez autrui l'amour et l'acceptation que nous n'avons pas le désir ou la capacité de nous donner à nous-mêmes. Aucune personne, chose ou expérience ne peut combler le vide de notre propre rejet de nous-mêmes,
et rien ne pourra nous satisfaire tant que nous refuserons de croire que nous sommes dignes d'être aimés, tels que nous sommes. Besoin de tisser des liens, d'appartenir à un groupe, d'être en sécurité, ce sont des besoins humains fondamentaux. Comment parvenir à les combler sans accepter l'idée qu'il nous manque forcément quelque chose? Comment apprendre à nous combler, à nous sentir complets tels que nous sommes et à nous ouvrir à des relations saines et satisfaisantes? Comment combler le vide que nous ressentons et apprécier les autres pour ce qu'ils sont, au lieu de dépendre d'eux pour qu'ils nous aident à faire la même chose pour nous-mêmes? 4 conseils pour vous compléter vous-même. 1. Utilisez le mantra « Je suis aimé » si vous sentez le besoin de vous raccrocher aux autres. Soyez attentif à votre besoin de vous raccrocher aux autres. Notez les émotions et les peurs que vous ressentez et prenez conscience que vous pouvez vous en débarrasser. Les chercheurs Mario Mikunincer et Philip Shaver, qui ont étudié ce qu'ils appellent l'amorce de sécurité, suggèrent de fermer les yeux et de visualiser l'expérience d'être quelqu'un qui est aimé et dont on s'occupe bien. Dites-vous « Je suis aimé » et vous apprendrez progressivement à ressentir le genre de réconfort que vous espérez recevoir des autres. 2. Affrontez vos peurs concernant l'amour pour éviter d'en venir à vous contenter d'une relation malsaine. Avez-vous peur que le fait d'être seul signifie que vous êtes indigne? Avez-vous peur de perdre votre partenaire si vous exprimez franchement vos désirs et vos besoins? Avez-vous peur de ne jamais rencontrer personne d'autre si vous mettez fin à une relation que vous savez être malsaine? La peur, avec tout ce que cela comporte de besoins, d'insécurité, de doutes, d'accusations et d'inquiétudes, est un obstacle à l'amour authentique et inconditionnel. Une fois que vous aurez pris conscience de vos peurs, vous pourrez décider d'agir malgré elles, une peur à la fois, afin de pouvoir vous ouvrir à une relation saine quand vous serez prêt et que le temps sera venu. 3. Identifiez vos valeurs et vos priorités afin de mieux vous connaître, vous comprendre et vous aimer. Il est si facile d'oublier qui nous sommes quand la ligne de démarcation entre nous et les autres devient floue, surtout si nous nous définissons par rapport à eux. Faites la lumière sur vos valeurs et vos priorités, sur toutes ces choses qui sont la base de votre vie et qui contribuent à votre sentiment de complétude. Il peut s'agir de votre famille, de votre travail de bénévole ou de vos amis. Examinez à présent votre horaire. Reflète-t-il ces priorités? Si la réponse est non, que pouvez-vous faire pour que cela change? 4. Traitez-vous comme vous voudriez que votre partenaire vous traite. Cherchez-vous quelqu'un qui vous complétera, qui vous soutiendra et qui verra le meilleur en vous? Vous attendez-vous à rencontrer quelqu'un qui vous aimera d'un amour inconditionnel? Rêvez-vous de trouver un partenaire qui vous estimera malgré vos défauts et vos problèmes et en raison de ceux-ci? Reconnaissez quand vous faites vous-même le contraire en vous rabaissant et en prenant de mauvaises décisions. Puis, faites briller la lumière de la compassion sur vos côtés les plus sombres, comme vous espérez que quelqu'un d'autre le fera un jour. De cette façon, vous n'aborderez pas vos relations en espérant qu'elles combleront une carence, rempliront un vide. Vous serez une personne complète, prête à donner autant qu'à recevoir. Quand vous avez peur d'être vous-même, donnez-vous la permission d'être authentique. Les chercheurs évaluent que nous prononçons environ 16 000 mots chaque jour. Mais ce nombre est faible
comparé à toutes les choses que nous ne disons pas. Nous voudrions le dire aux autres quand nous avons mal, mais nous avons peur d'avoir l'air faible et inférieur. Nous voudrions partager nos rêves, mais nous avons peur d'être questionnés et critiqués. Nous voudrions parler ouvertement de nos croyances, mais nous avons peur d'être jugés et rejetés. Et plus fort que toutes ces peurs, se trouve notre besoin de nous lier avec les autres, pas seulement de façon superficielle, mais sur la base de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions et même de nos peurs. Nous avons besoin d'établir des liens profonds, d'être reconnus et appréciés, et de nous sentir en sécurité dans nos relations avec les autres. Nous pouvons connaître des millions de personnes, mais si ces relations ne sont ni intimes ni significatives, nous nous sentirons néanmoins seuls. Des recherches fort intéressantes montrent que nous avons tendance à accorder moins d'importance aux biens matériels quand nous nous sentons aimés et acceptés, car cela nous procure un sentiment de réconfort, de sécurité et de protection. Ces relations sont vraiment ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies. Pour pouvoir établir ces liens, nous devons baisser la garde, ne pas nous préoccuper de savoir si nous ferons une bonne impression sur les autres ou s'ils vont nous juger, et nous montrer tels que nous sommes. Ce genre de vulnérabilité peut être terrifiant, car on ne sait jamais comment les autres réagiront si on se montre à eux tels que l'on est vraiment. On ne peut pas être certain qu'ils respecteront et honoreront notre vérité. On ne peut pas savoir s'ils apprécieront notre point de vue, s'ils seront compatissants et compréhensifs. Et on ne peut pas être sûr qu'ils nous imiteront, qu'ils feront preuve du même courage et de la même sincérité. Tout ce que l'on sait, c'est que les avantages dépassent largement les inconvénients de continuer à se taire. Naturellement, certaines personnes préféreront rester dans leur coin, mais cela vaut la peine de risquer de se sentir vulnérable pour rencontrer des gens qui répondront à nos attentes. Nous sommes néanmoins encore trop nombreux à nous abstenir de nouer des liens profonds et satisfaisants parce que nous voulons ménager les gens, nous intégrer dans un groupe ou garder le contrôle de la situation. Ou peut-être parce que nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Nous sommes tout le temps en train d'apprendre, de grandir et d'évoluer, et cela peut représenter un défi de conserver une image rassurante de nous-mêmes, tout en nous attaquant aux différents aspects de notre personnalité que nous aimerions mieux ignorer ou voir disparaître. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Si nous consentons à faire un effort, nous pouvons découvrir qui nous sommes au-delà de nos rôles et de nos distractions. Nous pouvons comprendre les émotions, les pensées et les besoins qui se cachent derrière nos masques. Et nous pouvons accepter nos côtés sombres et nos côtés lumineux en étant capables d'apprécier notre complexité et notre humanité. 4 conseils pour être authentique. 1. Prenez conscience que vous n'êtes pas simplement les rôles que vous jouez. Demandez-vous « Qui suis-je » Puis notez par écrit la réponse avec la technique courant de conscience ou monologue intérieur en vous concentrant sur vos talents, vos forces, vos intérêts, vos priorités et vos passions. Résistez à la tentation de dresser la liste de vos rôles, tels qu'auteur, mère, frère, coureur ou yogi. Les rôles que vous jouez présentement dans la vie sont appelés à changer. Et peut-être ne sont-ils pas ceux que vous auriez choisis si vous aviez tenu compte de vos véritables désirs. Le but n'est pas de vous définir vous-même, mais d'apprendre à vous connaître, ce qui vous plaît et ce que vous estimez, car c'est la première étape pour accepter et partager qui vous êtes vraiment. 2. Posez un petit geste pour vous débarrasser de votre masque. Vous portez peut-être un masque pour cacher vos véritables sentiments, vos peurs et vos craintes. Ou peut-être s'agit-il d'un masque qui reflète ce que vous pensez que les autres veulent que vous soyez. Posez un petit geste pour vous en débarrasser. Vous pouvez, par exemple, confier quelque chose à un ami que vous auriez gardé pour vous en temps normal, ou participer à une discussion en ligne
au sujet de quelque chose que vous auriez précédemment senti le besoin de cacher. Lorsque vous aurez fait l'expérience de relations satisfaisantes avec d'autres parce que vous avez été authentique, vous aurez probablement envie de poursuivre dans cette voie. 3. Essayez de montrer votre vulnérabilité. Le fait de rester sur nos gardes peut nous procurer un sentiment de sécurité, car les autres ne peuvent pas vraiment nous rejeter s'ils ne savent pas qui nous sommes. Cela nous donne également l'impression d'être en contrôle. En effet, si nous croyons que montrer nos émotions est un signe de faiblesse, il s'ensuit que les cacher est un signe de force. Mais nous n'aurons jamais de véritable relation avec les gens si nous essayons de manipuler leur perception. Nous avons plusieurs facettes, et c'est ce que nous devons montrer aux autres. Faites l'effort d'être un peu vulnérable. Reconnaissez-le si vous n'êtes pas sûr de vous. Dites-le si quelque chose vous tient vraiment à cœur. Quand vous laissez tomber les masques pour vous montrer tel que vous êtes, vous renforcez en vous l'idée que vous êtes digne de partager ce que vous êtes avec les autres. 4. Demandez-vous, qu'est-ce que mon ombre essaie de me dire? Notez par écrit 5 qualités que vous aimeriez posséder, puis 5 défauts qui leur correspondent. Demandez-vous à présent ce que ces défauts peuvent vous apprendre dans la vie. Par exemple, l'impolitesse essaie peut-être de vous dire que vous devriez dormir davantage pour être moins irritable. La malhonnêteté essaie peut-être de vous dire que vous devriez accorder plus d'attention à vos propres besoins au lieu d'inventer des excuses pour justifier le fait que vous êtes incapable de subvenir aux besoins des autres. Quand vous confrontez vos côtés les plus sombres, vous faites preuve de compassion envers vous-même. Vous apprenez quelque chose des sentiments ou des traits que vous êtes tenté de refouler, et vous réduisez l'emprise de votre ombre sur vous en minimisant les conflits internes. Quand prendre soin de vous n'est pas une priorité, prenez soin de vous. Nous n'avons pas le temps. Nous avons trop de choses à faire. Nous devons tenir compte des attentes et des désirs des autres. Nous trouvons toutes sortes d'excuses pour éviter de prendre soin de nous, souvent parce que nous nous sentons coupables ou égoïstes d'accorder la priorité à nos propres besoins. Les femmes en particulier vont instinctivement faire passer les autres avant elles. Dans son livre « Une révolution intérieure », essai sur l'amour-propre et la confiance en soi, Gloria Steinem suggère que nous pouvons tomber malades à force d'empathie. Nous passons tellement de temps à essayer d'être là pour les autres que nous perdons de vue ce que signifie être là pour nous-mêmes. Nous finissons par négliger nos propres besoins, en partie parce que nous ignorons complètement ce qu'ils sont. Mais il ne s'agit pas simplement de surmonter notre culpabilité et d'être à l'écoute de nous-mêmes. Il s'agit aussi de se respecter, car nous avons tendance à protéger et à cultiver uniquement les choses que les gens estiment. Nous devons croire que nos besoins sont importants, sinon nous ne leur accorderons pas la priorité. Nous devons savoir que nous ne sommes pas obligés d'être tout le temps débordés, de sacrifier nos propres intérêts ou de prouver aux autres que nous ne sommes pas égoïstes pour être perçus comme de bonnes personnes. Et nous devons savoir qu'il n'y a rien de mal à avoir certains besoins spécifiques. Tant que nous n'arrêterons pas de dénigrer les choses qui sont nécessaires à notre bonheur, nous serons incapables de leur faire honneur. Ces exigences varient d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont besoin d'être seules plus souvent, d'autres de socialiser davantage. Certaines personnes ont besoin de plus de repos, d'autres
de bouger davantage. Et nos besoins changent avec le temps en fonction de l'endroit où nous sommes et des expériences que nous vivons. Nous avons parfois besoin de sortir de notre zone de confort et parfois de nous faciliter la vie. Nous avons parfois besoin de plus de temps pour méditer, mais parfois d'arrêter de réfléchir et de passer à l'action. Cela veut dire que nous devons régulièrement réévaluer ce dont nous avons besoin physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et nous devons demeurer ouverts au changement, tandis que nous affrontons de nouvelles situations et de nouveaux défis. Plus important encore, nous devons comprendre que prendre soin de nous est une partie intégrante de notre bonheur et de notre épanouissement. Quelque chose qui nous permet d'être ce que nous voulons être, et non une corvée de plus qui nous empêche de faire ce que nous avons envie de faire. Les livres et les articles sur l'importance de prendre soin de soi mentionnent souvent qu'il est impossible d'aider les autres si nous sommes incapables de nous aider nous-mêmes. Puis, ils donnent l'exemple des instructions à bord des avions. Nous devons d'abord mettre notre masque à oxygène avant d'aider les autres. J'ai utilisé cet exemple moi aussi. Il est vrai que prendre soin de soi nous permet d'être un meilleur soutien pour les autres. Mais il ne s'agit pas simplement d'améliorer notre capacité à soutenir les autres. Il s'agit aussi de prendre conscience que nous méritons d'être bons envers nous-mêmes. Comment identifier ce dont nous avons besoin en ce moment afin d'assurer notre bien-être général? Pourquoi hésitons-nous autant à faire des choses que nous savons pourtant bonnes pour nous? Comment faire comprendre aux autres que nous avons nous aussi des besoins, en particulier quand ils nous font part des leurs? 4 conseils pour prendre soin de vous. 1. Prenez soin de vous de l'intérieur vers l'extérieur. Même s'il est sain d'être actif, de passer du temps avec vos amis, de faire des activités qui vous plaisent et de prendre soin de votre corps en faisant de l'exercice, ces choses sont beaucoup moins efficaces si vous négligez votre monde intérieur à leur profit. Faites une liste des choses dont vous avez besoin pour votre bien-être émotionnel. Tenir un journal, vous détendre avec votre baladeur ou pratiquer des exercices de respiration, par exemple. Puis, inscrivez-les à votre horaire et faites-en une priorité. Prendre vraiment soin de soi implique de travailler de l'intérieur vers l'extérieur. 2. Traitez-vous avec douceur si vous vous heurtez à de la résistance. Vous traiter durement ne vous aidera pas à faire les choses qui sont bonnes pour vous. Cela ne fait que générer inutilement du stress. Faites plutôt preuve de patience et de compassion envers vous-même. Prenez conscience que vos résistances essaient de vous protéger, même si c'est à tort. Lorsque vous arrêterez de vous sentir responsable et coupable d'avoir à vous démener ainsi, vous pourrez plus facilement apprendre de vos résistances et travailler à les surmonter. 3. Dressez la liste de vos besoins prioritaires. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir équilibré émotionnellement? De quoi avez-vous besoin pour être à l'écoute de vous-même? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir physiquement en forme? Notez tout cela par écrit, sans porter de jugement et sans comparer vos besoins à ceux des autres. Vous avez peut-être besoin de temps pour faire de l'introspection, pour socialiser et tisser des liens, ou pour vous adonner à vos hobbies et vos passions. Une fois que vous savez ce qui est nécessaire à votre bonheur, vous pouvez planifier votre vie en conséquence. 4. Apprenez à dire non quand vous pressentez qu'une demande pourrait nuire à vos besoins. Les gens auront toujours des demandes à vous adresser. Vous finirez par éprouver du ressentiment, sans parler d'un sentiment d'épuisement, si vous vous attendez à ce qu'ils anticipent vos besoins et vous aident à les honorer. Même si cela peut vous sembler égoïste de dire non, c'est en fait une bonne chose. Plus vous prendrez soin de vous,
plus vous serez en mesure d'aider les autres quand vous en aurez le temps et à votre façon, sans compromettre vos propres besoins. Quand vous n'avez pas l'impression de faire une différence, croyez en votre valeur et découvrez votre voie. Il existe un fil invisible qui relie les émotions que nous ressentons par rapport à nous-mêmes et celles que nous ressentons par rapport à notre vie. Les deux sont intimement liés. Nous avons besoin de nous estimer ou nous n'aurons jamais l'impression que nos efforts ne valent la peine. Nous avons besoin de croire en nous ou nous douterons toujours de nos choix. La bonne nouvelle est que les progrès que nous faisons dans une sphère se font aussitôt sentir dans l'autre. Quand nous nous efforçons de nous sentir bien dans notre peau, nous nous sentons mieux outillés pour faire les choses qui nous procurent du plaisir. Quand nous faisons quelque chose dont nous sommes fiers, nous sommes naturellement plus fiers de ce que nous sommes. La beauté de ce cercle vertueux est que nous n'avons pas besoin d'attendre une seconde de plus pour commencer à faire quelque chose de positif de notre vie. Même si nous traversons des périodes durant lesquelles nous avons une image négative de nous-mêmes, et cela est inévitable, nous pouvons tous décider dès maintenant que nous pouvons faire une différence dans le monde. Et cela peut faire toute la différence pour ce qui est du regard que nous portons sur nous. Nous avons naturellement plus d'assurance quand nous avons l'impression que notre vie a de l'importance, que nous faisons des choses utiles qui aideront les autres et le monde en général. Mais il ne s'agit pas simplement de notre influence. Nous voulons nous sentir utiles, passionnés et merveilleusement vivants. Nous voulons aimer ce que nous faisons de nos journées. Si vous ne savez pas encore ce qui peut rendre cela possible, vous pouvez facilement vous décourager. Et cela est encore plus décourageant si vous savez ce que vous aimez, mais que vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous devez en faire ou s'il est possible d'en faire quelque chose. Beaucoup de gens cherchent à atteindre des buts divers dans ce vaste monde. Il est si facile de vous convaincre qu'il n'y a pas de place dans celui-ci pour vos talents et vos rêves. Vous pourriez vous embourber dans des pensées qui vont à l'encontre du but recherché et qui vous empêchent de passer à l'action. Vous pourriez vous mettre de la pression, vous ronger les sangs à cause des grandes choses que vous ne faites pas, et vous demander s'il y a quelque chose que vous pourriez essayer de faire. Vous pourriez vous sentir accablé par tout ce que vous ne savez pas, et avoir des regrets en pensant à toutes les journées que vous avez passées à faire des choses apparemment futiles. Ou encore, vous pourriez décider que l'important est de faire aujourd'hui quelque chose, n'importe quoi, qui vous aidera à vous sentir bien dans votre peau. Vous pourriez explorer, essayer différentes choses et utiliser votre sentiment de fierté et de satisfaction personnelle comme une boussole sur laquelle vous guidez. La moindre petite chose qui vous donne le sentiment d'être utile peut vous amener à vous voir, vous et votre vie, sous un angle différent. On pourrait croire que notre sentiment de satisfaction dépend du résultat obtenu, mais lorsque vous aurez ressenti la satisfaction de faire quelque chose d'utile avec passion, vous vous rendrez compte que la véritable joie est de faire quelque chose, d'y prendre plaisir, d'oublier le temps qui passe et de partager cela avec les autres. Comment identifier la voie qui nous convient le mieux? Comment exploiter notre plein potentiel? Comment changer notre vie pour le meilleur et nous sentir bien dans notre peau, là où nous sommes, présentement? Quatre conseils pour vous aider à croire en votre valeur et à découvrir votre voie. 1. Demandez-vous: qu'est-ce qui me rendrait fier de moi si je n'essayais pas d'impressionner les autres? Oubliez ce que vous pensez que les gens veulent que vous fassiez ou ce que vous pensez que vous devriez faire. Oubliez les apparences et ce que vous considérez comme respectable ou admirable. Oubliez la pression de faire quelque chose d'important ou de grand. Demandez-vous plutôt: qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans ma peau?
Quelle activité me procure toujours un sentiment de passion, d'utilité et de fierté? Si je n'avais pas à me soucier de savoir où cela me mènerait, qu'est-ce que j'aimerais faire chaque jour? 2. Expérimentez avec les choses qui vous donnent de l'énergie. Tout le monde ne peut pas répondre à cette première question. Si vous n'y arrivez pas, donnez-vous du temps et de l'espace pour explorer. Résistez à la tentation de penser que vous devriez voir clair à l'heure qu'il est. Ce serait gaspiller de l'énergie que vous pourriez utiliser pour expérimenter et écouter votre instinct. De plus, ne vous inquiétez pas pour ce qui est de prendre la bonne décision. Donnez-vous la permission d'essayer différentes choses et de voir ce qui vous enthousiasme. Vous ne savez peut-être pas encore quelle est la voie qui vous convient, et vous ne le saurez peut-être pas encore demain ou dans un an. Mais vous apprendrez ce qui ne vous convient pas. Et cela fait aussi partie de votre parcours pour découvrir ce qui vous convient vraiment. 3. Développez une vision et posez tous les jours de petits gestes pour qu'elle se réalise. Quel changement aimeriez-vous voir dans votre vie d'ici les 6 prochains mois? Quelles sont les passions et les hobbies auxquels vous vous adonnez régulièrement? Quelles nouvelles habitudes avez-vous adoptées? Quelles relations avez-vous cultivées? Identifiez à présent les premières étapes qui vous aideront à faire ces changements et posez chaque jour un petit geste pour vous rapprocher de vos objectifs. Si vous traversez présentement une période difficile, prenez conscience que ce n'est pas la fin du monde. C'est le début d'un nouveau chapitre de vos aventures et l'occasion idéale pour évaluer ce que vous voulez changer et comment vous pouvez vous y prendre. 4. Pensez où vous en étiez il y a 10 ans, 5 ans et 1 an pour célébrer tout le chemin que vous avez parcouru. Il est trop facile de vous concentrer uniquement sur les choses que vous pensez faire de travers. Arrêtez plutôt un instant pour prendre conscience de tout ce que vous faites correctement, de tout ce qui vous a permis d'apprendre, de grandir et de vous améliorer au cours des 10 dernières années. Puis dites-vous que votre valeur en tant que personne n'a rien à voir avec ces améliorations. Vivre, c'est changer et grandir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose qui cloche chez vous, tel que vous êtes présentement. Vous ne serez pas demain la même personne que vous êtes aujourd'hui, mais chaque version, parfaitement imparfaite de vous, mérite votre amour et votre respect. Conclusion. Au cours de notre vie, nous vivrons tous des expériences fort différentes. Nous serons terrifiés, égarés et tristes en pensant à ce que nous laissons derrière nous. Nous serons enthousiastes, euphoriques et impatients à l'idée de parcourir le chemin qui nous reste à faire. Nous serons paralysés par la peur et l'incertitude, ne sachant pas si nos actions ont de l'importance. Nous serons revigorés par l'espoir et les possibilités qui s'offrent à nous, sachant fort bien qu'il en est toujours ainsi. Il en va de même pour tout le monde. Notre vie est en constante évolution, avec des hauts si vertigineux que nous pensons voler, des bas si creux que nous pensons mourir, et une infinité de nuances entre les deux. C'est ce que signifie être humain pour chacun d'entre nous. Le fait de nous aimer ne changera pas le fait que nous n'aimerons pas toujours ce qui se trouve devant nous. Par contre, cela changera la façon dont nous nous traitons en réaction à ceci et ce que nous croyons pouvoir en faire. S'aimer soi-même, c'est prendre conscience que nous sommes la constante de toutes nos expériences, et c'est quelque chose qui est digne d'être apprécié, parce que nous possédons tous, en nous, une puissante lumière que nous pouvons utiliser pour faire le bien.
au-delà de tout ce que nous avons appris à soupçonner et à détester, se trouve une réserve formidable de force et de beauté, une étincelle si brillante qu'elle peut éclairer la voie, même aux jours les plus sombres, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Pour y accéder, nous devons nous remémorer ce que nous avons vécu et choisir de voir notre souffrance comme le carburant de notre force et de notre sagesse. Nous devons savoir que nos imperfections sont des dons et non des malédictions, car sans elles, il n'y aurait ni individualité, ni parcours, ni possibilité d'aider ceux qui comprennent cela. Nous devons voir nos erreurs comme des outils qui nous permettent d'aller de l'avant, non comme des éléments qui nous constituent, mais plutôt comme des étapes vers ce que nous pouvons devenir. Et nous devons nous voir comme le magnifique mélange de nos forces et de nos faiblesses, même si les autres décident de se concentrer sur nos faiblesses, même si nous sommes tentés de penser que les autres sont meilleurs que nous, même si nous avons peur que ces derniers ne nous estiment pas quand ils verront qui nous sommes réellement. À chaque battement de notre cœur, un choix s'offre à nous qui peut changer le sens de ce battement. Nous pouvons choisir de voir ce qu'il y a de pire en nous ou décider de cultiver ce qu'il y a de meilleur. Peu importe d'où vous venez, ce que vous avez fait ou combien d'années vous avez vécu, votre vie peut changer du tout au tout si vous décidez, à l'instant même, de croire en vous. Car si vous décidez de croire en vous-même, si vous avez foi en ce que vous êtes au lieu de regretter ce que vous avez été, vous modifierez en profondeur ce que vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. Vous modifierez votre expérience instant après instant. Au lieu de vous sentir responsable de tout ce qui ne tourne pas rond, vous déciderez de vous assumer pour créer quelque chose de satisfaisant. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais envie de vous apitoyer sur votre sort. Cela ne veut pas dire que vous vous sentirez toujours confiant et sûr de vous. Cela ne veut pas dire que vous vous relèverez toujours d'un échec, d'une déception ou d'une peine avec un sentiment immédiat d'optimisme et d'espoir. Cela veut simplement dire que vous finirez par trouver un endroit apaisant en vous-même où vos propres pensées et croyances renforceront l'idée que tout ira bien. Cela veut dire que vous serez de plus en plus convaincu que peu importe vos difficultés, vous méritez de profiter pleinement de l'instant présent. Si cela vous semble difficile à croire, si vous avez du mal à avoir foi en vous, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Peu importe ce que vous vivez, trouvez du réconfort dans le fait que quelqu'un a déjà vécu la même chose, vit présentement la même chose, ou vivra un jour ou l'autre la même chose. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous faisons tous de notre mieux pour nous-mêmes et pour les autres. Ayant moi-même cru pendant des années que je n'étais pas assez bien, je propose que nous décidions tous que même cela, c'est quelque chose dont nous devrions être fiers. Dans cet enregistrement, vous ne trouverez que mon point de vue. Si jamais vous désirez connaître celui de mes confrères blogueurs, je vous suggère la version papier de cet enregistrement où vous retrouverez certains de leurs témoignages. ADA Audio vous a présenté Petit Bouddha, guide pour apprendre à s'aimer.
de Laurie Deschênes. À la narration, Daniel Panton. Traduction, Christian Allais. Révision et correction, Daniel Panton. Adaptation et assistance à la production, Chantal Paquin. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance.